Très heureuse de vous savoir très nombreux, madame, messieurs, en train d'attendre votre rendez-vous de la semaine Info 7. Merci de votre fidélité, merci de toujours continuer à faire confiance à Congo Web Télévision. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau, ce n'est pas pour la première fois qu'il passe. Il passe de temps en temps dans ce magazine Info 7. Patrick Eyalé. Patrick Eyalé est bien sûr notre invité de la semaine, journaliste éditorialiste et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Noëlla. Analyste politique, comment vous allez? Comment est-ce que vous voyez ou vous suivez de près la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo? Moi personnellement je vais bien. La situation politique congolaise est comme depuis 1960. Toujours aussi mouvementé. Depuis 1960. Oui. Toujours aussi, je dirais, incertaine, entourée de vicissitudes, entourée de contradictions. Hélas, il n'y a pas encore aujourd'hui un socle de valeurs, comme on le voit ailleurs, où les gens s'identifient autour des valeurs, des principes, des visions. Il n'y a pas encore aujourd'hui, c'est-à-dire que hier il y en avait quand même, et aujourd'hui tout est parti. Non, non, non. Soyez clair dans ce que vous êtes en train de dire. Non, non, non. J'ai dit que depuis 60, nous souffrons de cela. Ah, donc c'est depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. C'est depuis 60 que nous avons une classe politique, je dirais, qui vacille. Qui vacille. Vous avez des gens qui le matin vous parlent avec certitude de certaines choses et à midi, le soir. Non, non, vous allez trop loin quand vous dites le soir. À midi, ils changent d'avis. On peut changer d'avis, je le conçois. Mais quand le matin, on vous suit, vous dites, parlons de Kabonde, par exemple, qu'il est vide, qu'il n'a rien, qu'il n'a pas de substance, et que du jour au lendemain, vous estimez que Kabonde est la réincarnation de Étienne Tshisekedi. C'est ce côté-là. Mais on constate quand même que malgré cette atmosphère-là, Patrick prend quand même de l'air, hein, avec une bonne mine, une bonne santé. J'espère qu'il y aura un côté où vous me permettrez d'abonder ce sujet qui est résumé aujourd'hui par la jouissance. Il suffit de voir quelqu'un prendre une bouteille de coca, avoir un peu, je dirais, bonne mine, pour qu'automatiquement les gens s'enflamment, vous accusent de tous les péchés mignons qui puissent exister. C'est quand même assez dommageable d'en arriver à ces genres de considérations. Quelqu'un m'a même fait le reproche. Et qu'est-ce que la personne a dit? Non, la personne me faisait le reproche de publier une photo sur Twitter. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi vous publiez des photos? Je dis, on n'a même plus le droit. Vous imaginez, on n'a même plus le droit de se prendre en photo, d'estimer que je peux partager cette photo avec les gens qui me connaissent. On n'a plus ce droit-là. C'est de la jouissance maintenant. Et là, c'est l'atmosphère politique en RDC. Oui. On est réduit, ou bien on a fait une bifurcation avec la mentalité de la culture musicale. Je suis parmi les premiers, je revendique toujours ceci, à décrier la wengetisation de notre vie politique. C'est-à-dire quoi? Wengetisation. On sait qu'on a un groupe, le Wenge, mais quand vous parlez de la wengetisation, qu'est-ce que la wengetisation, c'est quand il y a eu la scission de ce groupe musical, Wenge, où vous avez d'un côté JB, de l'autre côté Ouera. Ça veut dire, ceux qui étaient, je dirais, des aficionados de JB, tout ce que JB faisait était bon. Tout ce que JB disait était bon. Et tout ce que Ouera disait, c'était mauvais pour eux? C'était mauvais. Il suffisait qu'un artiste qui était adulé quitte chez JB pour aller chez Ouera, automatiquement, cet artiste devenait médiocre. Et c'est ce que nous vivons en politique. La wengetisation. Hier, Kabonde était enfant chéri.
enfant chéri de Félix Tshisekedi, qu'il a quand même protégé face à d'autres membres du parti. C'est vice-versa. C'est comme ça que je dis. La linguistisation, autant ça vaut pour ceux qui ont chanté de louanges à Kabound, qu'aujourd'hui le pain comme un scélérat, autant ça vaut pour ceux qui ont dit qu'il n'avait de qualité que sa dépigmentation, mais aujourd'hui, on ose le comparer à Étienne Tshisekedi. Ça va dans les deux sens. Mais la mélodie, il incarne Étienne Tshisekedi, le sphinx de Limete. Vous voulez que... moi, ça me va si vous voulez que l'on parle de Kabound maintenant. Nous allons parler de Kabound. Madame, monsieur, la semaine reste dominée par Jean-Marc Kabound qui s'est quand même présenté devant la justice et il est quand même rentré chez lui en homme libre. Mais les rendez-vous est encore pris pour le mardi prochain. Et l'actualité de la semaine, vous le savez très bien, c'est aussi ces manifestations anti-Monisco dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous allons également parler de la Commission électorale nationale indépendante et le lancement des appels d'offres des blocs pétroliers par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Patrick Eyalé, vous êtes journaliste, analyste politique bien sûr, mais la situation du peuple congolais vous intéresse également. Et là, nous allons parler de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Il y a une loi en République démocratique du Congo. Que peut-on retenir de cette loi? Vous faites bien de me poser cette question. Il y a, depuis un bon moment, cette loi qui régule le marché de la sous-traitance. Quel marché était, je disais, fait à la sauvette? À la sauvette? Oui, à la sauvette, parce qu'il n'y avait rien qui régissait cela. Tenez, pour rendre un peu l'explication, je dirais, potable pour ceux la population qui est en train de vous suivre maintenant. Les grandes entreprises, quand ils viennent s'installer pour un contrat donné, il y a je dirais, des marchés annexes et connexes. On parlera des hydrocarbures. Je peux d'ailleurs faire une jonction avec les deux thèmes. Au bout des appels d'offres, il y aura bien évidemment des grands groupes pétroliers qui viendront s'installer, qui vont signer des contrats de partage de production. Mais ça ne sera probablement pas leur seule activité. Ils auront des activités connexes. D'ailleurs, la loi exige dans ce genre de contrat que ces entreprises construisent des routes, parfois, construisent des hôpitaux. Donc il y a des exigences. Évidemment, des universités. Mais il ne revient pas à ces entreprises pétrolières de faire cela. Ils doivent passer par un appel d'offres et que les soumissionnaires qui auront remporté soient ceux qui vont soit construire les bâtiments... C'est qui vont répondre aux exigences de la RDC. Aux exigences, c'est-à-dire les consortiums pétroliers qui ont pour principale activité l'exploration et la production des hydrocarbures. Mais il y aura des activités forcément annexes et connexes. Entre autres, s'ils ont l'obligation de construire une université, par exemple, de construire des hôpitaux. Ce n'est pas leur activité principale. Ils doivent passer par un appel d'offres et des sous-traitants congolais, je dis bien congolais, pour être plus précis, à capitaux congolais, doivent soumissionner, remporter ces marchés. Ce qui, dans le cas passé, n'était pas la règle. Et on a eu à décrier cela généralement dans le secteur des mines, où les grands groupes miniers, dans leur activité connexe de transport, de quoi que ce soit, ne se basaient pas et ne se servaient pas de la sous-traitance comme le veut la loi aujourd'hui. Maintenant, cette loi qui est d'application permet aux Congolais qui ont des entreprises de s'enregistrer et d'être postulants aux différents marchés connexes, annexes des grandes entreprises. Vous parlez de cette loi qui est en application, mais est-ce que réellement, quand on voit un peu ce qui se passe en République démocratique du Congo, on a l'impression que la loi existe, mais elle pose problème lorsqu'il faut l'appliquer? Tout justement, il y a une espèce de, je dirais, de résistance et parfois de méconnaissance. Et pourquoi cette résistance? Parce que les grandes entreprises ont pris pour, les grandes entreprises qui s'installent ont pris pour, je dirais, habitude de sous-traiter eux-mêmes leurs activités connexes. Ah, okay. Voilà.
ils sont ainsi réfractaires à l'idée de se conformer à la loi en la matière. C'est ainsi que Mais il y a quand même des autorités en la matière, non? Mais tout justement, c'est ainsi que depuis un moment, la RCP a mis sur terrain des OPJ qui sont là pour suivre minutieusement les grandes entreprises qui ne respectent pas cette disposition. Mais il faut aussi en amont que les Congolais désireux de s'accaparer de ces marchés sachent qu'il y a une procédure à suivre. Ils doivent impérativement être enregistrés régulièrement comme une entreprise de sous-traitance. Juste l'enregistrement? Il faut s'enregistrer, il faut remplir les conditions qui sont indiquées. Parce que je ne peux pas me réveiller du jour au lendemain, aller tenter de ravir un marché de sous-traitance alors que je ne suis enregistré nulle part. Donc, il faut commencer par s'enregistrer si vous allez dans leur site. Mais que dire alors de ces personnes qui estiment que dans la loi la sous-traitance, c'est plus les Congolais qui en souffrent et que les expatriés sont plus ceux qui ont plus la facilité de faire Non, bien au contraire. La loi a été votée, promulguée pour changer cette donne. Oui, c'est bien, la loi existe, mais dans les faits. Mais tout justement, je vous ai dit que la RCP a mis depuis un moment des OPJ pour suivre dans les différentes grandes entreprises où ils ont recours à la sous-traitance, que cette disposition est respectée, que cette disposition est mise en application. Parce que, il faut le reconnaître, que ça fait un bon bout de temps où il y avait, comme je vous l'ai dit, c'était un peu la loi de la jungle, où vous avez les Indo-Pakistanais, les Chinois, les Libanais, surtout les Libanais, qui opéraient dans tous les marchés de services, qui s'accaparaient les marchés de construction des bâtiments, des routes, même des catering. Cette loi vient tout justement pour corriger cette défaillance. Mais faudrait-il que les entrepreneurs congolais se dotent des capacités pour concourir et remporter, quand il y aura appel d'offres, ces genres de marchés. C'est évalué à près de 2 milliards de dollars. Là, je dirais, le manque à gagner quand les marchés de sous-traitance sont accordés à des sociétés à capitaux étrangers. Le manque à gagner, c'est quand ces entreprises font du bénéfice, mais les capitaux sont... Ça, c'est en défaveur de la RDC. C'est en défaveur de la RDC. Voilà pourquoi on encourage les Congolais. Voilà pourquoi il faut que l'on soit bienveillant et que l'on accompagne cette loi, que l'on accompagne les animateurs placés dans cette institution, dans cet établissement public de l'État, pour que, in fine, vous savez, moi, en un mot, parce qu'on doit prendre... j'ai séjourné dans des pays étrangers. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai fait quelque temps en Inde. Vous ne pouvez même pas avoir un salon de coiffure. Vous ne le pouvez pas. Vous, étranger. Vous, étranger, vous ne le pouvez pas. Mais ici, au Congo, ils sont dans tout. Ils sont dans tout. Voilà. Donc, je pense que les Congolais, que les entrepreneurs congolais auront bon temps de s'approprier cette mesure en s'enregistrant dans la RCP, en postulant, parce que ce n'est pas pour faire ici la publicité. En un mot, s'il vous plaît, on doit prendre... C'est pas pour faire la publicité, mais nous tendons petit à petit vers un boom économique à travers les différents investissements qui s'apprêtent et qui sont en train de se faire. Il serait dommageable que les entreprises congolaises ne captent pas ces investissements qui sont en cours d'installation dans notre pays. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de votre magazine Info 7.
Au cours de cette célébration de la 2e année d'existence de l'ARE, la directrice générale Sandrine Galula Moubenga a saisi l'occasion pour fixer l'opinion sur le bon fonctionnement de son établissement. Cette date commémorative constitue une occasion pour moi et présente de présenter les étapes importantes de notre marche en vue d'une part de construire les acquis et de l'autre relever les défis d'une libéralisation du secteur de l'été en RDC. Il a été question principalement, s'agissant d'un nouvel établissement, de construire l'art sur des bases solides, tout en inscrivant son action dans une chaîne de valeurs inhérente à notre rôle, à savoir la transparence, l'intégrité et la résilience. L'enjeu majeur étant notre crédit et neutralité dans ce secteur électrique désormais libéralisé. Pendant cette même période, nous avons également initié de contacts au niveau international et régional pour affirmer la place de l'art dans ce cercle compétitif. C'est dans ce cadre que l'art a été accepté comme membre à part entière des organisations internationales et régionales. Nous sommes aussi membres de Regional Association of Energy Regulators for Eastern and Southern Africa, en sigle RAERESA. La DG de la ARE, professeur Dr Sandrine Galula Moubenga, n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance au ministre des tutelles et au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, président en exercice de la CEAC. Sous le leadership clairvoyant de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi est président en exercice de la CEAC, à qui nous rendons un hommage vibrant et mérité. L'art a présidé les travaux du sous-comité technique spécialisé énergie pour la mise en place de la Commission régionale de régulation de l'électricité de l'Afrique centrale, COREAC. Au cours de ces assises, l'art a postulé, plaidé et obtenu la candidature de la RDC comme pays de siège de cette commission régionale, qui sera pratiquement la première institution spécialisée de la CEAC abritée en RDC. Au bout de 2 ans, 25 opérateurs du secteur de l'électricité souhaitent investir en RDC. Plus de 30 000 foyers seront desservis à l'électricité au Nord Kivu. Pour votre gouverne, c'est depuis le 17 juillet 2020 que l'ARE a vu le jour en République démocratique du Congo. Après plusieurs tentatives de négociation avec le gouvernement de la République sans succès, le Sinamed ASBL passe à la vitesse supérieure. Le secrétaire général adjoint de cette structure syndicale de médecins annonce la radicalisation du mouvement des grèves sous la forme hôpital sans médecin à partir du 1er août prochain. Au regard du manque de volonté manifeste du gouvernement de la République, le Sinamed a saisi le chef du gouvernement pour l'informer de la nouvelle forme que va prendre la grève à partir du 1er août 2022, c'est-à-dire la forme hôpital sans médecin. À partir du 1er août, les médecins sont appelés à ne plus recevoir les urgences. C'est-à-dire, les médecins vont demander aux malades de s'orienter vers des structures de leur choix, des structures privées, parce que les structures de l'État ne recevront plus les urgences. Le docteur Fabien Zoko a tout de même lancé un appel au gouvernement afin d'éviter à la population les conséquences de ces durcissements du mouvement des grèves. Au gouvernement de la République, c'est de lui dire qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Et aujourd'hui, il nous reste quelques jours avant le 1er août 2022. Prenez soin de répondre aux desiderata des médecins pour éviter à la population les aléas ou des conséquences néfastes de la grève des médecins et surtout de la forme hôpital sans médecin. Il n'est pas bon de croire que c'est un petit feu de paille. Le secrétaire général adjoint du Sinamed, chargé d'études, documentation et administration, a par ailleurs fait comprendre à la population que ce mouvement de grève n'est pas mené contre elle, mais plutôt il vise tout simplement l'amélioration des conditions de vie de médecins congolais. Patrick Eyalé, nous parlons de la sous-traitance en République démocratique du Congo en ce qui concerne les entreprises privées. Aujourd'hui, est-ce que cette loi même est vulgarisée? Parce que vous avez appelé les Congolais à s'approprier,
à venir s'enregistrer auprès de la RCP, si je ne me trompe pas, c'est ça. Est-ce que cette loi même est vulgarisée? Vous faites bien de poser cette question, une question que je pense devrait interpeller les autorités de cet établissement public. Il faut plus de vulgarisation, il faut, je dirais, plus de promotion, parce que, vraisemblablement, une bonne partie des Congolais et d'ailleurs des personnes concernées ne sont pas suffisamment informés, non seulement je dirais, non seulement ils ne sont pas informés de l'existence de la loi, de l'existence de cet établissement. Et des avantages qu'ils ont. Et des avantages, parce que cette loi permet, entre autres, dans son application, la facilitation à l'accès au marché de sous-traitance. Quelle loi a permis, j'ai eu à parcourir cela, plusieurs avancées, notamment les sous-traitants n'auront pas plus pour obligation de préfinancer à 100% les marchés dont ils auront acquis la signature. Le préfinancement est plafonné à hauteur de 30%, avec un délai réduit pour qu'ils entrent, qu'ils soient payés après service. Donc tout ceci mérite une vulgarisation. Une vulgarisation. Je suis d'accord. Depuis un temps, cet établissement a quand même de nouvelles autorités qui sont déjà en action. Est-ce que vous pensez qu'ils sont à la hauteur de la tâche? La hauteur de la tâche leur assignée, on fera le compte, je dirais, au bout de certains exercices. Mais déjà, si on voit le nombre d'enregistrements des entreprises de sous-traitance qui, quand j'ai parcouru leur site, s'élèvent déjà à près de 2500, là où il n'y en avait quasiment pas, on peut déjà dire que... 2500, mais c'est bon, quand même, ça ne représente pas tout grand-chose. Voilà, au regard des entreprises privées qu'il y a en RDC. Mais il faut avoir un regard aussi rétrospectif. C'est-à-dire, avant leur arrivée, qu'est-ce qu'il y avait avant leur arrivée, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Ils sont aussi, s'il faut le dire, en pleine implantation, parce qu'ils ont vocation à couvrir tout l'espace du territoire national. Là, ils sont en train de s'implanter. J'ai vu qu'ils sont au Katanga, ils sont au Bas-Congo, ils sont, je crois, au Nord Kivu. Laissons-leur aussi le temps de s'implanter, parce que le gros aussi des services de sous-traitance, vous l'avez dans nos provinces. Il n'y a pas qu'à Kinshasa. C'est à travers la RDC. C'est au Katanga, au Bas-Congo. Il faut que cette entreprise, cet établissement public de l'État, allais-je dire, s'installe aussi dans tous les pays et le contrôle effectif de ce qui se fait en termes de sous-traitance. Par exemple, chez moi à l'Équateur, il y a aussi des industries là-bas, des industries qui sont dans l'exploitation forestière. Il faut que partout, qu'ils fourrent leur nez pour savoir si cette loi est d'application. Mais je reviens encore sur votre question, il faille une bonne vulgarisation. Parlons maintenant d'autre chose dans cette rétrospective de la semaine. Les SINAMED, donc ce syndicat des blouses blanches de la République démocratique du Congo, promet d'endurcir le mouvement de grève d'ici le 1er août parce que le gouvernement ne répond toujours pas à leurs revendications. Comment jugez-vous l'action de l'actuel régime en ce qui concerne la santé? Autant j'ai lu il y a 2 jours, je crois, une nouvelle, je dirais, encourageante à travers le ministre Liaou. Le ministre de la fonction publique. Le ministre de la fonction publique qui faisait savoir que désormais les agents de la fonction publique auront une couverture santé gratuite. Donc il suffit pour ce faire d'être, je dirais, d'être un agent, un fonctionnaire de l'État enregistré, possédant une carte biométrique pour bénéficier des soins, vous ainsi que votre famille. Cette nouvelle m'a enchanté, autant que je déchante d'apprendre cette grève à venir de la SINAMED. Ils sont déjà en grève, mais veulent endurcir le mouvement de grève.
si vous m'informez qu'ils sont déjà en grève et que le gouvernement n'a pas pris les taureaux par le corne, moi, ça me fait déchanter. J'invite instamment le gouvernement à prendre langue avec ce syndicat parce que, quoi que l'on puisse dire, quoi que l'on puisse faire, ce pont est un pont extrêmement délicat et important. On ne peut pas laisser les médecins à la merci comme ça. Non, non. Soins de santé gratuits et de l'autre côté, ça fait des jours qui sont passés, les blouses blanches sont en grève. Vous ne pensez pas que c'est pour endormir les Congolais peut-être? Non, là... Fallait commencer par résoudre le problème et nous annoncer des soins de santé. Non, pour moi, ce n'est pas deux éléments qui se corrèlent. Il n'y a pas de corrélation. La volonté de faire bénéficier aux agents de l'État des soins gratuits est une chose, mais il faudrait que ces soins soient de qualité, je dirais même de bonne qualité. Et pour ce faire, il faudrait que nos médecins soient, je dirais, traités avec plus de dextérité, si je peux me permettre. Donc, le gouvernement a tout intérêt de voguer sur les deux rives. Autant la mesure que j'ai annoncée est une mesure salvatrice, autant il faut que le gouvernement soit, je dirais, attentif aux revendications de médecins. Il en va de soins qu'il nous donne à nous, population. Patrick Yalé, c'est bien, vous êtes journaliste. Le gouvernement a cette bonne volonté d'offrir des soins de santé gratuits aux fonctionnaires de l'État, mais nous connaissons tous les infrastructures de la République démocratique du Congo, les infrastructures sanitaires sont dans quel état? Est-ce que vous pensez que c'est seulement annoncer le soin de santé ou il fallait commencer par penser d'abord aux infrastructures? Vous faites bien, vous êtes dans votre rôle de poser ce genre de questions. Je sais que vous n'ignorez pas que par exemple Mamaïemo est en pleine, je dirais même pas réhabilitation. C'est carrément, on veut sortir des terres quelque chose de nouveau. Parce que ce que j'ai vu, ce n'est pas une réhabilitation. Vous êtes sûrement au courant que l'hôpital Konchachi a fait peau neuve, non seulement de manière extérieure, mais aussi avec un équipement, je dirais, pas de haute qualité, mais de qualité appréciable. Vous êtes sans ignorer que l'hôpital Konkokolo a aussi subi une réhabilitation. On peut aller plus loin. L'hôpital de Béni, qui soigne nos militaires au front, a aussi été réhabilité. On peut aussi aller à Saint-Doué. C'est pour vous dire que je ne vous le dis pas à vous, à ceux-là qui, avec, je dirais, une légèreté, avec, je dirais, de l'ignominie, veulent faire croire que rien n'est fait. Pire, et que c'était mieux dans les 20 ans que l'on vient de passer. Il faut vraiment être animé d'une mauvaise foi sans borne. Parce que les quelques exemples que je vous ai cités montrent à suffisance qu'il y a non seulement la volonté, mais qu'il y a la matérialisation de cette volonté. Mais est-ce à dire que nous avons touché le nirvana? Que non, il y a encore, et je m'en vais interpeller le gouvernement, il y a encore des progrès à faire. Voyez-vous, madame. Il y a une construction d'autres structures sanitaires. Tout justement. Et là, je pense qu'il est plus que temps que le projet de 145 territoires où il est prévu la construction de soins de santé dans les 145 territoires voit jour. Parce que les exemples des hôpitaux que j'ai cités où on a réhabilité, où on a équipé, ne sauront couvrir le besoin de tout l'espace, la RDC. Donc, on a pris du retard. Voyez-vous. Mais vous ne pensez pas qu'avec la Covid-19 qui est arrivée, avec l'insécurité dans la partie est du pays, quand même, ce n'était pas aussi facile pour le régime? Non, le retard dont je fais allusion ici, ce n'est pas ce retard-là consécutif à la crise sanitaire ou à la au pondérable exégène. C'est le retard de développement, consécutif à 20 ans
à 20 ans, je dirais, d'oisiveté. Combien d'hôpitaux construits en 20 ans? Le seul qu'on a tenté de construire, c'est l'hôpital du Cinquantenaire, qui ne nous appartient d'ailleurs pas. C'est de ce retard-là dont je parle. Vous parlez du retard des régimes qui se sont succédés. Mais il y a quelqu'un que j'ai vu qui nous a dit, non pas quelqu'un que j'ai vu, quelqu'un qu'on a envoyé dire que c'était mieux pendant Kabila. Mais ayez là, faites-moi une fleur, invitez-lui le dimanche prochain même, qui nous dise en termes d'hôpitaux, combien d'hôpitaux ont construits en 20 ans. Vous parlez de Franck Diongo? C'est bien sûr Franck Diongo qui a dit qu'il préfère encore Kabila que l'actuel président, Félix Tshisekedi. Je veux vous parler encore de quelque chose, parce qu'on parle du social. Il dit, M. Diongo, que la gratuité est un échec. Tenez, en 2018, l'enseignant percevait 168 000 $. 168 000 $ qui équivalait à 100 $. 168 000 francs congolais, vous voulez? Non, 168 000 francs, qui équivalait à 100 $ en décembre 2018. Aujourd'hui, le même enseignant touche 411 000 francs. Mais il y a d'autres qui équivaut à 200 $. Madame, une personne qui percevait 100 $ il y a 2 ans, vous dites que cette personne est dans une situation plus misérable aujourd'hui quand il perçoit 200 $, sans compter les primes. Oui, ça c'est Franck Diongo. Ses yeux voient que la situation est plus misérable qu'hier. La personne qui lui a envoyé dire ce genre de choses, et lui-même qui a eu trécoudance avec une telle légèreté de l'affirmer, ont un sérieux problème. Il ne faut pas avoir fait des études de polytechnique pour comprendre, en faisant ce petit calcul, que l'enseignant d'aujourd'hui est mieux pris en charge qu'hier. Merci beaucoup, madame. Messieurs, prenons à présent ce dossier. Nous allons revenir. Nous allons revenir sur ces sujets juste après ces dossiers. Comme nous le démontrent ces images, la ville de Beni est en pleine ébullition dans la matinée de ce mardi. Plusieurs jeunes réunis comme un seul homme ont pris d'assaut les installations de la MONUSCO. Ces manifestants ont voulu par cette action exiger le départ immédiat et sans condition des casques bleus accusés de ne pas assurer la sécurité et les intérêts des paisibles citoyens face aux groupes armés. Alors vous donnez quel délai? Il n'y a pas de délai qu'on donne à la MONUSCO. Faire la MONUSCO en train de circuler sans provocation, ce n'est que le début du commencement. Il y aura d'autres actions qu'il faut suivre. C'est pourquoi la MONUSCO doit partir. Dans le cas contraire, le peuple va s'en prendre en charge. Nous le disons, on ne fait plus d'eux. La foule devenue progressivement incontrôlable est allée jusqu'à piller, saccager et mettre le feu dans les installations de la MONUSCO. Face à cette agressivité, le personnel de cette force onusienne a été évacué par 2 hélicoptères. Des coups de feu ont été entendus dans plusieurs coins, une situation qui a paralysé toute la ville de Beni ainsi que certaines activités, notamment des magasins, stations-service et marchés. Selon le tweet du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, le bilan fait état des 5 morts et 50 blessés, un bilan qui pourrait s'alourdir plus tard. Signalons par ailleurs que les manifestants ont barricadé plusieurs routes principales à travers la ville de Beni. Pour rappel, la force onusienne est présente sur les sols congolais depuis plus de 20 ans. Elle compte à ce jour 14 000 soldats qui n'arrive toujours pas à rétablir la paix, mission pour laquelle elle a été appelée dans la province du Nord Kivu, partie troublée par les groupes armés depuis 1994. Patrick Mouyaya a débuté son allocution par dresser le bilan macabre des manifestations anti-MONUSCO au Nord Kivu. Au total, on déplore depuis hier à peu près 15 morts, dont 12 civils et 3 casques bleus qui sont morts à Butembo. À Butembo, on a compté 7 civils, je pense, et les autres ont trouvé la mort à Goma. 61 blessés qui sont repartis dans plusieurs hôpitaux de la province du Nord Kivu. Le porte-parole du gouvernement est ferme. Rien ne peut justifier la violence. Rien ne peut justifier une quelconque forme de violence, ni sur les populations manifestantes, encore moins sur les installations de la MONUSCO.
Cela doit être bien clair. Il y a des voies qui sont connues, qui peuvent être utilisées pour passer des messages de frustration, mais la voie de la violence, c'est une voie qu'il faut bannir. Et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, qui sont auteurs de ces discours, subiront la rigueur de la loi. Pour Kassim Diane, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, il faut vite passer à la désescalade. Il est temps de passer à la désescalade. Et que dans la confusion, dans le chaos, dans les troubles, rien ne peut se régler. Et je crois que nous venons de vivre 48 heures assez difficiles, non seulement pour la MONUSCO, mais surtout pour les populations congolaises, à Goma, ailleurs, où la tension règne, et pratiquement les individus, les populations ne peuvent plus vaquer à leur occupation, et je crois qu'il faudrait maintenant enclencher une nouvelle phase. Le gouvernement congolais a annoncé des enquêtes diligentées par le ministère de la Justice et l'auditorat militaire pour établir la vérité sur les décès enregistrés lors de ces événements. Les manifestations ne règlent rien, la confusion peut régner et qu'il faudrait à présent essayer de regarder au plus profond de nous-mêmes ce qui ne marche pas, ce qui devrait être amélioré et ce qui peut nous constituer des acquis pour le futur. Nous venons d'une réunion avec le Premier ministre où nous nous sommes accordés qu'il faudrait à présent tourner la page et passer à une phase de consolidation, à une phase de coopération renforcée, à une phase de cohérence de nos actions communes sur le terrain. Nous devons communiquer sur le plan de transition. En septembre 2021, ensemble avec le gouvernement, sous la présidence du Premier ministre et de Mme Keïta, nous avons signé un plan de retrait graduel, responsable et échelonné de la MONUSCO. Donc je pense que nous avons un instrument, nous avons une plateforme sur laquelle on peut travailler pour essayer d'avancer. Aujourd'hui, on se félicite que ce plan de transition a marché dans le Tanganyika. Vous pouvez interroger les populations qui sont sur place. Et à la date du 30 juin 2022, la MONUSCO n'est plus dans le Tanganyika. Nous ne sommes plus à Kalemi. Et évidemment, bien sûr, nous avons les agences, fonds et programmes qui sont restés. Alors, il reste maintenant, évidemment, les trois provinces que sont le Sud Kivu, l'Ituri et le Nord Kivu, qui sont des provinces difficiles, parce que vous avez des bandes armées, des groupes armés qui sévissent depuis des années, et c'est très complexe. Et c'est cette complexité, justement, qui fait que peut-être il y a une certaine impatience, une frustration des populations, mais je puis vous assurer que, en tout cas au niveau de la plus haute hiérarchie de ce pays, avec notre hiérarchie à New York et ici sur le terrain, nous faisons tout pour renverser la tendance. Patrick Eyalé, tous nous avons suivi Franck Diongo lorsqu'il a quitté la prison. Il ne jurait que sur Félix-Antoine Tshisekedi et un bon matin, c'était d'ailleurs une surprise pour plusieurs personnes, lors de sa dernière sortie médiatique, Franck Diongo s'est affiché en opposant au régime de Félix Tshisekedi. Sur ces plateaux, vous l'avez dit tantôt qu'il y a quelqu'un qui l'a envoyé. La population qui vous suit maintenant voudrait bien savoir qui a envoyé Franck Diongo s'opposer aujourd'hui au régime de Tshisekedi. La population qui nous suit, et plus particulièrement Info 7, qui est un programme, je dirais, de haute facture, de qualité, qui ne fait l'ombre d'aucun doute, savent de qui je parle. Donc je pense que point n'est besoin ici de mentionner le commanditaire. Mais j'aimerais plutôt répondre encore je dirais, au carabistouille de M. Diongo. Tenez, vous avez le régime précédent qu'il tente d'exonérer et même parfois, je dirais, de sanctifier. Le régime de Kabila qu'il a mis en prison? Non, mais le commanditaire
s'est rabiboché avec Kabila. Quoi de plus normal que les affidés, que les soumis aux commanditaires tiennent aujourd'hui un langage différent à ceux qu'ils ont tenus. Il n'est pas le seul. Regardez, observez bien. La tendance des personnes qui parlent au nom de Kassobwe, ils ont désormais un discours qui a complètement changé en l'endroit de la personne qui pour eux était le diable en personne. Tenez, vous avez un pouvoir passé qui ne parvenait pas à mobiliser au-delà de 4 milliards. Monsieur Luzolo Bambi, à l'époque, nommé par Kabila, nous fait savoir que la RDC perdait 15 milliards chaque année. Il a même retracé le circuit. En parlant de coulage de recettes. En d'autres termes, le coulage de recettes, c'est, si on peut faire simple pour ceux qui nous suivent, c'est des détournements en fait. Le montant le plus élevé, quand le régime passé quitte le pouvoir, c'est à peine 4 milliards. Alors que le Zolobambi nous a dit que la RDC pouvait aller au-delà de ces 4 milliards de dollars. Il a parlé de 15 milliards. Maintenant, vous avez un pouvoir qui, en quelques années, atteint 10 milliards. Mais on entend M. Diongo nous dire que celui qui a réussi à faire quitter nos ressources, notre budget de 4 à 10 milliards, est un zigoto. Et Kabila est plus encore mieux que... Et qu'il fallait que la République continue à avoir ces milliards s'éroder, s'évaporer dans la construction des parcs privés, des édifices privés, pour qu'on nous fasse du Robin du Bois, là où l'État perdait. Celui qui envoyait M. Diongo voulait que l'on continue dans ce marasme-là. Même mon fils, Patrick Anthony, ne peut pas, vous ne pouvez pas lui mettre ces choses à la bouche. Il m'a dit, mais va me dire, mais papa, ça ne tient pas la route. D'un côté, un régime en 20 ans qui n'a pas su donner un budget de 10 milliards. De l'autre côté, un régime, en espace de 2-3 ans, arrive à mobiliser 10 milliards et fait des perspectives qui peuvent aller au-delà de 10 milliards. Mais monsieur, on voit Diongo dire que non, c'était mieux sous Kabila. Et qu'est-ce qui a fait déborder les vases de Franck Diongo? Hier, qui ne jouerait que sur Félix Tshisekedi? Madame, vous avez connu la génération Wingé dont je parle. Ça se passait comment? C'était comme le mercato à l'époque. C'était comme du mercato. Ça veut dire, vous mettez des moyens sur un musicien, vous dites non, si vous venez chez moi, je vais vous donner ceci, cela, vous aurez ceci, cela. Au nom de cet achat de conscience, le musicien était transféré de là où il était, rejoignait les camps adverses et devenait l'opposant le plus farouche. Alors que hier, il avait dit de son patron que c'était un bienfaiteur. C'est grâce à lui que j'ai retrouvé la liberté. Il est dans les bons pas. Je retrouve. Et il se faisait même appeler Nazan Noko. Quand il a subi le mercato. Mais c'est comme quand je vous parle de la wingetisation. Si le discours change. On dit c'était mon droit. Jusqu'à oublier qu'il a été jugé sur une chaise roulante et condamné. Condamné en étant malade sous une chaise roulante. Et dit avec... Est-ce que la population peut continuer à faire confiance à nos politiciens congolais? Hélas, madame, comme je l'ai dit, le monde politique est devenu un monde pire que le monde musical. Dans ce côté, je dirais,
de manque de constance, de manque de gratitude, de manque, je dirais, de cohérence dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait. C'est quand même assez, je dirais, risible. Il y a de ces discours, moi, qui ont cessé d'ailleurs de me faire rire. On ne peut pas, s'agissant d'une même personne, en l'espace de quelques jours, dire que c'est un vide qui ne vaut rien et du jour au lendemain, le panthéoniser. Comment cela peut se... Oui, ça s'est passé moi en RDC. Hein. Non, madame, non. Je doute fort que d'autres pays ont atteint un niveau, je dirais, d'inculture politique. Non, je doute fort. On se réveille un jour, on nous dit, tiens, ce monsieur, on m'avait remis $1500 pour qu'il me le donne. Il m'a piqué $50. C'est un escroc. On dit tout le mal. Et le lendemain, non, lui, c'est un partenaire crédible. C'est l'allié qu'il nous faut. Patrick Yalé, parlons de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Manifestation anti-MONUSCO. Qui est à la base de ce qui s'est passé dans cette partie du pays? Non, je condamne d'abord les violences qui ont conduit à des pertes en vies humaines. Plus de 10 personnes qui ont perdu la vie. C'est fort regrettable. Et plusieurs blessés. Mais je pense que c'est un condensé de beaucoup d'exaspération. Je suis parmi ceux qui ont été aussi, je dirais, excédés dans l'un des discours qu'a tenu Mme Keïta. Bintou Keïta, oui, le chef de la MONUSCO. Oui, lors de l'une des dernières réunions au Conseil de sécurité. Mme Keïta affirme n'avoir vu aucun élément des forces armées rwandaises. Alors qu'il y a une mission conjointe MONUSCO et FRDC. Absolument. Alors que c'était visible comme le nez au milieu du visage, que l'armée rwandaise avait pénétré. Et surtout que la RDC a même remis officiellement 2 éléments. Voilà. Mais la MONUSCO, à travers la bouche de Mme Keïta, a dit n'avoir rien vu, n'avoir rien constaté, a envoyé dos à dos la République et le Rwanda, alors que tous les éléments attestés continuent d'attester. Que le M23 est appuyé par le Rwanda. Absolument. Et comment vous voyez cette attitude-là, ces propos? Qu'est-ce qui est caché derrière? Une volonté pernicieuse de voir la RDC continuer, je dirais, de voir cette partie de la RDC continuer à sombrer dans l'instabilité. Prenons à présent le dossier de votre magazine Info 7. Après la promulgation le 29 juin dernier de la nouvelle loi électorale, les experts juristes de la CENI ont procédé à la restitution des travaux effectués pendant 7 jours à l'hôtel Platinum relatifs à l'écriture de nouvelles mesures d'application en vue de la prise en charge des innovations introduites par les législateurs. Le numéro 1 de la centrale électorale a loué l'expertise de ces juristes. J'ai personnellement, à travers les directeurs des cabinets adjoints, j'ai suivi donc le déroulement des 10 travaux et j'ai apprécié la qualité des débats qui ont été engagés par chacun et chacune des experts juristes. Ceci prouve une fois de plus l'expertise avérée de nos experts juristes dans les questions relatives au droit électoral, spécialement celles ayant trait au cadre légal et réglementaire. Il appelle les membres de l'Assemblée plénière à s'approprier de ces nouvelles mesures d'application. Ainsi, à travers ces travaux, l'occasion nous est donnée à nous tous, membres de l'Assemblée plénière de la CENI, de nous approprier des nouvelles mesures d'application en ce que nous sommes appelés à conduire et surtout à superviser les activités opérationnelles découlant de la loi électorale. Par ailleurs, le président de la CENI invite aussi d'autres directions de son institution à cerner les innovations de la loi électorale. J'invite nos différents desks de se familiariser avec cette réglementation, c'est-à-dire avec ces mesures d'application, parce que
elles sont pertinentes par rapport à leur travail. L'adoption par l'Assemblée plénière de la CENI des mesures d'application s'est faite à la majorité absolue des membres présents, avec quelques amendements. Sur ce, l'édit texte deviendra une réglementation opposable à toutes les parties prenantes au processus électoral, une fois déclarée conforme à la Constitution de la RDC. Recommandation au Parlement de considérer que cette loi électorale n'est pas en mesure d'amener les Congolais au processus électoral apaisé et par conséquent inscrire son amendement à l'ordre du jour à la prochaine session. De réaliser que la présente loi électorale renforce les doutes sur la sincérité du législateur et doter le pays d'un cadre juridique susceptible de garantir la crédibilité du processus électoral de 2023. Et garder à l'esprit que toute prétention d'agir au nom du peuple, sans le peuple et contre les peuples, devient un danger pour la démocratie représentative. Au gouvernement de veiller au respect des droits et libertés fondamentaux des citoyens, constitutionnellement garantis, conformément aux dispositions des articles 11 à 33 tout au long du processus électoral. De présenter un plan global de sécurisation des élections dans les zones exposées aux conflits armés. De présenter les budgets globaux et les plans de décaissement pour le financement des élections de 2023 en vue d'éviter tout dépassement du délai constitutionnel. Aux cours et tribunaux, de mener des actions de nature à décourager les pratiques de corruption pendant les élections. De dire les droits conformément aux prescrits de la loi pour une gestion rationnelle des contentieux électoraux. À la CENI, d'arrêter de gérer ces processus comme une affaire privée, et ce, à l'encontre de principes universels de transparence électorale. D'inscrire dans les mesures d'application l'exigence de remettre à tous les témoins et observateurs les procès-verbaux des résultats publiés dans le bureau des votes. Écarter dans les mesures d'application toute option de vote électronique et de transmission des résultats par voie électronique sans vérification manuelle. Et publier immédiatement le calendrier global des opérations électorales pour nous permettre de poursuivre chaque étape qui reste. De mettre à la disposition du public la cartographie électorale élaborée aux fins de l'analyser minutieusement. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la CENCO préconise des concertations entre le gouvernement de la RDC et la mission onusienne. Pensez que ça va résoudre le problème? On ne peut pas être contre des concertations. Que cela soit, je dirais, la voie à suivre pour les parties prenantes, il n'y a aucun, je dirais, de ma part, je ne vois rien qui puisse être sujet à la critique ici. Il faut que les deux parties, le gouvernement et la MONUSCO, qu'ils parlent, mais de manière franco, de manière vraiment franco. Il y a eu des morts enregistrés lors des manifestations anti-MONUSCO. La MONUSCO dit qu'elle n'a pas tiré, mais finalement, qui a tué ses compatriotes congolais? Je ne saurais affirmer des choses ici dont je n'ai pas des éléments pour les corroborer. D'où la nécessité, comme l'a dit M. Mouyaya lors du briefing, le porte-parole du gouvernement, d'une enquête conjointe. J'ai vu des images où l'on montre des éléments de la MONUSCO tirés à bout portant sur les manifestants. Était-ce des tirs de gaz lacrymogène ou était-ce des tirs de sommation, comme l'a affirmé monsieur Diane, ou était-ce vraiment des tirs à balles réelles? Mais toujours est-il que moi j'ai vu une image où des images qui circulent dans les réseaux sociaux. Il faudrait que ces images puissent atterrir chez qui de droit et que lumière soit faite.
Soutenez-vous la position de certains observateurs qui estiment que la MONUSCO doit réellement partir parce qu'elle ne joue pas réellement le rôle pour lequel elle est dans cette partie de la République démocratique du Congo? Je ne pense pas que son départ serait, je dirais, que le ciel nous tomberait. Si la MONUSCO partait, le ciel ne nous tomberait pas. J'ai dit. Vous pensez que la RDC sera en mesure elle-même de sécuriser ce coin sans la MONUSCO? Une chose est sûre, la MONUSCO est appelée, si pas maintenant, mais elle est appelée à partir un jour. Oui, mais là, c'est lorsque la situation sera stable et la paix sera restaurée dans le coin. Faudrait-il que nous ayons des assurances que l'agenda de la MONUSCO prévoit effectivement de stabiliser ce coin de la République? Moi, j'ai des doutes. Vous pensez que la MONUSCO doit partir? Il faut le dire. J'ai dit, si la MONUSCO partait, le ciel ne nous tombera pas. Je renchéris en disant que j'ai des doutes quant à la volonté de la MONUSCO de voir l'Est du pays pacifié. Les tensions sont tendues entre la RDC et le Rwanda, vous le savez très bien, mais la République démocratique du Congo continue toujours sur la voie diplomatique et il y a des gens qui estiment que c'en est de trop, la RDC doit se prendre en charge. La voie diplomatique ne peut pas, ne devrait pas exclure l'option militaire. Cela... La RDC est capable d'aller avec cette option? Laquelle? Militaire. La RDC est obligée. Il n'est pas ici question de capacité. Mais une obligation. C'est une obligation. C'est une obligation. Au regard des velléités du Rwanda, mais aussi d'autres pays, l'Ouganda aussi. Ces pays ont des velléités qui sont nées à travers l'AFDEL, on peut dire aujourd'hui avec certitude de triste mémoire. Oui. Et comment voyez-vous l'attitude de la communauté internationale? Complice. 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 Parlons de la loi électorale. L'Église du Christ au Congo a fait une déclaration la semaine pour dire que la loi électorale, l'actuelle loi électorale, n'est pas à mesure d'amener la RDC à un processus électoral ou à des élections apaisées. Sans surprise, leur déclaration ne me surprend guère. Et comment ça? Les CC autant que la SENCO sont des appendices de l'opposition politique. Elles ne peuvent que ces deux organisations abonder dans le sens... Ce sont des confessions religieuses qui n'ont rien à voir avec la politique, qui ne veulent que le bien de la population congolaise, non? Ce sont des confessions religieuses qui font de la politique et qui sont dans la politique. Autant elles l'ont fait contre Kabila avec le RASOP. À l'époque, si on veut être conséquent, on a salué cela. Je ne veux pas me dédire. Autant ces organisations continuent à faire de la politique. Les CC, la SENCO. Les CC, la SENCO. Sauf que, du moment où les intérêts qui sont les leurs, certains de leurs intérêts n'ont pas été rencontrés, et les intérêts qu'ils avaient, je parle de la gratuité de l'enseignement, suivez mon regard, a fait très mal, vous comprendrez aisément les positions somme toute brutales de la part d'une certaine confession religieuse. À chaque fois qu'il s'agit de prendre parole et position, en tout point.
La Senco et les CC n'ont pas commencé aujourd'hui pour le bien-être de la population. Ils avaient cette attitude-là sous le règne de Joseph Kabila lorsque ça n'allait pas. Et nous avons vu quand même l'actuel régime qui est arrêté dans l'opposition à applaudir les actions. Mais pourquoi ça fait mal lorsqu'ils sont dans la même logique aujourd'hui où Félix Tshisekedi... Heureusement pour la Senco, contrairement aux affirmations tronquées de celui qu'on a envoyé, M. Diongo, la Senco, aujourd'hui, elle exprime ses positions en toute liberté. Encore une incohérence de celui qu'on a envoyé. Hier, ces genres de déclarations pouvaient valoir à ceux qui le tiennent de fuir, comme l'estimé Ekofo. Vous vous rappelez de Monseigneur Ekofo? Monseigneur Ekofo. Vous vous rappelez de la phrase « Omoni Sango Kangai na Soutan » Rappelez ces phrases à M. Diongo. Ils sont libres de mettre leur position, de mettre leur position, leur avis, sans qu'ils ne soient malmenés, brutalisés. Et qu'est-ce que vous conseillez? Maintenant, pour répondre à votre question, l'Église a toujours eu un rôle, je dirais, ambivalent. Raison pour laquelle M. Lumumba, en son temps, a sérieusement tensé cette confession religieuse. Lumumba, en son temps, a tensé cette confession. Demandons à cette confession de rester à sa place. À cause de leur position ambivalente, qui ne date pas d'hier. Vous avez dit qu'elle a toujours été près du peuple. Mais Monseigneur Etchou, c'était un ami personnel de Mobutu. Il a accompagné Mobutu. C'est-à-dire, les confessions et les animateurs de circonstances font la politique au gré des intérêts qui sont les leurs. Rien à voir avec l'intérêt de parce que comment expliquer, s'agissant d'une personne que vous me permettrez de ne pas citer et de son mari. Hier, ils étaient, je dirais, ils subissaient même l'exorcisme de ces hauts dignitaires de l'Église. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes sont des modèles à suivre. Et la haute autorité... Oui, mais c'est parce qu'ils se sont peut-être rendus compte que c'était pas bien fait pour eux. Et aujourd'hui, ils ont compris que ces personnes sont des modèles. Et voilà pourquoi ils le disent, non? Pourquoi ça doit gêner? Maintenant, il faut que l'on sache, entre ce qu'ils disaient hier d'eux et ce qu'ils disent aujourd'hui de ces personnes, quelle vérité on doit croire? On doit parler donc de la wengetisation aussi dans l'église ou comment? Vous avez tout dit. Merci beaucoup. Madame, messieurs, prenons à présent ce dossier qui va nous permettre de parler de Jean-Marc Kabounda Kabound qui s'est quand même présenté devant la justice la semaine. Biso tokoki kondimate to fabriquer mutu. Mutango lelo akomi kotangisa biso. Nous pouvons pas accepter, mais sauf ça. Une fois de plus, les contre-vérités de Kabound n'auront pas pu étouffer les 4 vérités, notamment sur l'origine du pouvoir de Félix Tshisekedi. C'est faux, Jean-Marc Kabound n'a jamais fait de Félix Tshisekedi président de la République, Ton Monabouté. Bien au contraire, l'homme voulait profiter de la situation de Genève pour évincer celui dont le destin avait réservé la magistrature suprême au pays. Mon toit s'est noté que non, j'ai donné le pouvoir. C'est faux et archi-faux. Rokani, tant que tu as un immeuble oil, la siège, secrétaire général Nabiso, Ndekwa Kingabwa, Naba secrétaire général adjoint. Tokoti wana, ezalaki ba menace na ba menace. Azoyeb Sabiso, azobeta mbata na mesa. Non, Félix a trahi. Nous ne pouvons pas menacer Biso. Tango, Ndekwa wana monique na telemeli. Voilà l'argument qu'il avait utilisé. Oh non,
nous avons sanctionné telle personne, pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse décider sur Félix aussi? Est-ce que Moutouana Azalaki n'a pas ça mon pouvoir? Kiabi Boira, le voilà aujourd'hui déliré. Quoi de plus normal pour lui d'éclairer la justice sur ses récentes allégations sur le prétendu enrichissement sans cause de Félix Tshisekedi, conformément à la demande du procureur général près la Cour de cassation, à lâcher le secrétaire général de l'UDPS. Comme ça, Batouana va aider bien positionné pour riposter aux élucubrations des autres sous-traitants au service des politiciens mal de positionnement, la frappe de AK-47 a valu en même temps une réplique au récent discours développé par le président du parti MLP. Même Oya qui m'a quitté l'avenir de l'enseignement Wana, Aza sous-traité par Katumbi. Je parle de Franck Diongo. Langage à orgueil, ce n'est pas un cadeau, c'est du n'importe quoi. Plus que jamais, toutes les structures du parti au pouvoir disent réitérer leur loyauté envers le chef de l'État Félix Tshisekedi. De la mise au point sur l'atelier de Kisantou ayant vécu du 8 au 10 juillet 2022, Augustin Kabouya a avant tout salué le caractère rassembleur constaté lors du déroulement des 10 travaux, avant de dévoiler les innovations apportées au statut du parti, dont l'objectif est notamment de mettre en valeur toute personne qui a servi le parti à différents postes de responsabilité. Il faut que soit salé parti Moussala à se sentir abandonné. Il faut Moutouana ayebake bato bazo kamba parti bazako kanisa biso. À l'UDPS, parti au pouvoir, les préparatifs pour affronter avec succès les prochaines élections vont bon train. À cet effet, le patron de l'administration de l'UDPS a souhaité que la CEP accélère avec les processus d'identification des témoins. Que des contradictions lors de la communication du président du parti MLP. Sur un plateau de télévision ce mardi 26 juillet 2022, le député Peter Kazadi note un discours populiste à dessein pour faire haïr Félix Tshisekedi. C'est un discours populiste destiné juste pour faire haïr quelqu'un. Les esprits faibles vont croire, oh nini, nini. Moutouaza incompétent, papa nangai. Aïe, bah recette à l'état imati. Recette on imati par incompétence ou par compétence. Avant de effet, retomber à recette. Imati, pour Félix Aza incompétent. Donc incompétence à Félix et Mati c'est recette. Tu vois la contradiction? Quand Kabila les compétents étaient là, recette, Eza yagoshité. Félix l'incompétent vient, les recettes est montée. Allez, et Mati alobi bon sikoyo, au moins incompétent on a Matisi recette mais ayebi ndeni ya ko redistribuer en côté. Ba enseignant ceux qui ba yi Franck Diongo makambazolo baba kosilika. Franck Diongo a accusé Kabila de dictateur. Franck Diongo a dit ici que Kabila a accordé la libération à tout le monde sauf à moi. C'est lui qui vient les sortir de là, il devient plus dictateur que Kabila. Il se contredit, Moutou Naye, Franck Diongo a un problème. En outre, notre personne ressource connaît très bien le vrai problème qui accable l'opposant des circonstances. Pourquoi Franck Diongo a-t-il affiché la gueule des fausses couches? Azo Luka Moussala, dans mon bureau, il y a des témoins. Les Kinangaï, Naouti, qu'on mettre la structure à partir Nangaï en place. Ba membre à parti, Bazakotu Nangaï. Yo, Ozako soutenir Kaka Leki Naomi Koronyon, pour Abenga président, Leki Azam Korona Bissonyons en âge. Mais eloko nini tozui en contrepartie leki nangai batu oyo nyonso bazakola nangai yo moko moni ba décision na uti kozwa na che ba structure na ko supporter bango ndenge nini na tuni kulutu olingi nini abi mais bozo nommer gouvernement boki pakangati bozo sala ba mise en place na ba entreprise publique bozo kipengati na ko soutenir mon konzamboka ndenge nini pour battre campagne. Député proche de Félix Tshisekedi, Peter Kazadi ne trouve pas d'intérêt à parler de Kabound à Kabound. L'autre opposant des circonstances, après être radié de l'UDPS à cause notamment de la délinquance et immoralité politique. Pour le meilleur élu de Lemba, Kabound fait partie des petites choses. Kabound fait partie des petites choses qu'il fallait passer et puis s'attaquer à l'essentiel. Très convaincu du bilan à mi-parcours positif de l'actuel homme fort de la RDC, Peter Kazadi n'a pas cessé de rassurer la victoire de Félix Tshisekedi lors des élections à venir au pays. Patrick Eyalé, vous avez essayé de parler de Jean-Marc Kabound à Kabound. Pourquoi aujourd'hui l'UDPS et d'autres membres de l'Union Sacrée de la Nation sont en train de condamner Kabound alors qu'ils disent ce que certaines personnes disent, ne veulent pas dire tout?
Vous avez dit, il dit, c'est que certaines personnes sont en train de dire tout bas. Mais Kabound n'est pas certaines personnes. Kabound était le coordonnateur de l'Union Sacrée, le premier vice-président de l'Assemblée, le président du parti au pouvoir, du UDPS. C'est qu'il a toute la vérité entre ses mains. Cette vérité aurait été crédible si Kabound avait quitté les choses et non que les choses l'aient quitté. Vous comprenez, madame? Kabound a été chassé du pouvoir. Et c'est en ce moment-là, subitement, tout à coup, subrepticement, il a été éclairé des choses qu'il ne voyait pas quand il avait les attributs du pouvoir. Mais c'est quand il est parti. Les attributs du pouvoir qui ont fait que ce Kabound qui proposait les noms au gouvernement, dans les entreprises publiques et parfois de façon monnayée. Donc, il est en train, sans le savoir, de se coter lui-même parce que bon nombre des gens qui sont aujourd'hui ministres le sont par sa volonté. Donc, il est le en train de se président coter actuel lui-même. du Parlement, c'est le choix de Kabound aussi. Mais monsieur le président Bosso, Joe Biden, comme même les appellent. Joe Biden. Quand est-ce qu'il s'est rendu compte que les choses n'allaient pas dans la bonne direction? C'est le 3 mois qu'il a quitté, c'est lorsqu'il a quitté, non? Donc ceux qui sont restés aux côtés de Félix Tshisekedi n'ont pas pu faire ce que lui faisait. Voilà pourquoi il nous parle aujourd'hui d'un président jouisseur. Kabound, c'est comme cette femme repudiée. Ah, c'est ça le portrait aujourd'hui de Kabound? Oui. Maintenant, je vais répondre à un peu ce que vous venez de dire de jouissance. Je vais vous donner deux métaphores. L'une, c'est même pas une métaphore, c'est une situation vraie que je viens de vivre. Je ne sais pas si je serais en tort de raconter cela. On reçoit le ministre des hydrocarbures de la Guinée équatoriale. Pas celui de la RDC. De la Guinée équatoriale, M. Gabriel Obiang. Il tient avec M. Boudimbo une séance de travail de près de 2 heures. Il planche sur plusieurs dossiers de raffinerie, de pipeline. À la fin, M. Obiang, qui est venu avec une délégation d'une dizaine de personnes, des investisseurs, des représentants de l'entreprise Arabe Contractor, il dit « Je ne peux pas venir ici au Congo et rentrer chez moi en Guinée sans que vous ne m'accordiez 3 faveurs. La première, c'était de visiter le mausolée de Etienne Tshisekedi et de Lumumba. Là où j'étais, j'assistais à la réunion, je n'étais pas surpris. La deuxième, ça m'a à moitié surpris. Et c'était quoi la deuxième? Dis non, je dois voir JB Ouer ensemble. Ah bon? Oui, la faveur de M. Obiang. La troisième qui m'a le plus surpris, tenez-vous bien madame, il a dit qu'il aimerait voir les sapeurs congolais. Les sapeurs congolais. Les sapeurs congolais. Le ministre a accédé à la demande de M. Obiang. Il a reçu chez lui, il a fait venir les sapeurs. Et le ministre Obiang était tout heureux. De voir les sapeurs. De voir les sapeurs. Il a dit, j'aime votre culture. Je ne pouvais pas venir sans voir des visus. Ces sapeurs. Ils sont venus, ils ont fait leur show. Et le ministre était tout content. On a invité Ouera, ils ont échangé. On a mis une chanson que Ouera a chantée pour, je ne sais pas, son frère ou son père. Le ministre s'est levé. Il a esquissé des pas de danse. Là où j'étais, quand j'ai vu les convives qui prenaient part prendre des photos, j'étais inquiet. J'ai parlé à l'un des membres du cabinet, M. També, que j'ai salué. J'ai dit, si ces images fuitent, on va subir
les foudres des anti-jouisseurs. Vous savez qu'on a du mal la cohorte des anti-jouisseurs, les personnes qui sont vont debout contre la jouissance, vont nous tomber dessus. Il me dit ceci. Tu sais y aller, même si on prenait des photos, des vidéos, où nous sommes assis, ne buvons que de l'eau pétillante. Il y aura des gens qui diront, regardez-moi ces gens, ils sont dans leur aise, ils sont assis, prenons de l'eau pétillante. Alors qu'il y a des gens, donc c'est pour dire qu'il y aura des gens qui feront du Kabound, qui jaseront, même quand il y aura des images, des gens assis, ne prenons que de l'eau. Il a dit, il ne faut pas te suivre. À un moment, je disais, Patrick, s'il te plaît, permets-moi de finir. Si aujourd'hui ces images sortaient de l'intimité, ceux qui ne connaissent pas l'origine, vous imaginez bien quels commentaires ils feront? Qui sera là pour dire à ces gens que c'était une demande express de M. Biang? Et tenez-vous bien. Et même si vous apportez cet élément-là, personne ne va vous croire. Absolument, c'est la culture wengetisation. Absolument. Voyez-vous, on a connu un allié du président qui a été malmené par la justice. Il y a des gens qui nous ont promis des révélations, une boîte à Pandore, le ciel allait nous tomber, les révélations avec fracas. Mais il est aujourd'hui, permettez-moi ici, de saluer la grandeur de cet homme. Vous pensez que réellement, que Caméré n'avait pas des choses à dire qui pouvaient embarrasser? Vous le pensez? Mais il a traversé cette épreuve avec dignité. On a vu aussi Chabani au sein du parti UDPS, le comportement qu'il avait affiché. Il a traversé ce monsieur à qui j'ai fait toujours certains reproches, mais son attitude aujourd'hui interpelle. Ça devait être un exemple pour Kabound. Mais entre les deux personnalités aujourd'hui, il n'y a pas photo. Vous avez l'un qui se comporte en badaud militant et l'autre qui sait faire le distinguo. Merci beaucoup, madame, messieurs. Prenons ce dernier dossier de Info 7. Devant un parterre d'invités venus de pays membres de l'Organisation des pétroles, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a indiqué que ce lancement d'appel d'offres et des ventes aux enchères des 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers est un symbole de la volonté de la RDC à pouvoir mettre en place ses potentialités au service du développement. Le lancement de l'appel d'offres pour l'attribution de 30 blocs pétroliers et gaziers auxquels vous assistez est le témoin de notre volonté à mettre nos potentialités au service du développement de notre pays, ceci dans un contexte où les ressources fossiles, en ce compris le pétrole brut et le gaz, sont replacées au centre des enjeux mondiaux de paix et de stabilité en raison du conflit russo-ukrainien. Il était donc temps que nous nous ressaisissions et que nous emboîtions le pas de ces nations qui, avant nous, ont pu faire de leur dotation en ressources des hydrocarbures de véritables fers de lance de leurs économies. Satisfait pour sa part de la matérialisation de ce projet, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, a tenu à saluer les efforts du chef de l'État et du Premier ministre en vue de transformer son ministère comme l'un des secteurs clés de la biodiversité de l'économie. C'est dans ce cadre que mon ministère, qui connaît depuis 2015 l'autonomisation de son cadre juridique, est appelé en exécution du programme du gouvernement à procéder à l'évaluation des ressources pétrolières et gazières, ainsi qu'à lancer les appels d'offres pour l'attribution des droits d'hydrocarbures. Les travaux laborieux de collecte, de traitement et de traitement des données exécutés, avec l'assistance technique de certains partenaires, ont conduit à une estimation des ressources en hydrocarbures à hauteur de 22 milliards de barils sur l'ensemble des bassins sédimentaires et 66 milliards de normaux mètres cubes de gaz dissous dans les eaux du lac Kivu.
Il tient de signaler qu'à ce jour, la République démocratique du Congo exploite seulement 4,5% de son potentiel en hydrocarbures, avec notamment l'exploration et la production à Moanda par la société Perenco, dont la capacité est limitée à environ 22 000 barils de pétrole par jour. La journée du jeudi 28 juillet 2022 n'était pas du tout repos pour le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. D'abord, son audience avec le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta. Se confiant à la presse, le chef de la haute juridiction de la RDC a fait savoir que cette visite s'inscrit juste dans le cadre d'un bref échange entre les deux institutions. Bon, au fait, c'est dans le cadre normal d'échange entre institutions. Je venais d'être investi et c'était de bon droit de passer rencontrer le Premier ministre pour un échange entre nos deux institutions. Après, s'en est suivi la visite de la firme SIG Motor, conduite par le coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Claudie Balanki. Cette délégation est venue présenter au chef du gouvernement un projet d'implantation d'une usine de montage des véhicules en RDC. I think this trip to Congo is very successful. Je pense que cette rencontre avec l'excellence le Premier ministre était une bonne rencontre. Nous avons pu aujourd'hui rencontrer le ministre de l'Industrie ainsi que le chef de l'État. Et maintenant, la rencontre avec le Premier ministre nous donne vraiment une confidence que ce voyage est très positif et nous voulons bien continuer cette démarche pour l'investissement dans le pays. Rappelons par ailleurs que la mise en œuvre de ce projet est le résultat d'une invitation lancée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi en vue de promouvoir le développement socio-économique en République démocratique du Congo. Voilà, madame, messieurs, de retour pour décortiquer l'actualité, les blocs pétroliers. Le lancement a été fait par le président de la République, Félix Tshisekedi. Patrick Eyalé, pourquoi depuis toutes ces années, je peux dire 20 ans, on ne parlait pas de ces blocs pétroliers? Ce n'est pas parce qu'on n'en parlait pas que cela n'existait pas. Ça, c'est ce que je peux dire d'entre deux jeux. Mais ceux qui ont pris le train à peine il y a quelques instants auraient dû avoir un regard rétrospectif pour éviter qu'ils disent je dirais, les à peu près de ceux qui sont en train de dire. Tenez-vous bien, madame, la volonté d'exploiter nos hydrocarbures est contenue dans le discours de politique générale du gouvernement lors de son investiture, dans le programme où l'on parle des 15 piliers. Il y est inscrit la volonté du chef de l'État, du gouvernement, d'explorer et exploiter in fine nos ressources. Il y en a combien ces blocs? Actuellement, on en a combien? Nous avons à peu près une soixantaine de blocs. Soixantaine. Mais 30 seront soumis à l'appel d'offres. Ces blocs, contrairement à ce qu'affirment certaines personnes, notamment des personnes qui ne devrait pas se retrouver dans ces registres. Là, je pense à un député, mais je n'aimerais pas citer son nom. Qui a déposé... non, pas celui-là, l'autre. Ah, un autre député. Un autre député, un autre député qui, depuis, qui fait partie du G13, qui est aussi, malheureusement, dans cette ouenguetisation. C'est-à-dire le fait, quand vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, vous faites sous-traiter. Bref, ce n'est pas le lieu ici de continuer à parler de cela. Vous pouvez nous faire la cartographie de ces blocs? Je continue mon cheminement. Quand il s'est posé la question de savoir pourquoi nos ressources en hydrocarbures ne sont pas exploitées, on a fait comprendre au chef de l'État les
je dirais, les écueils qui font que nous n'arrivons pas, nous, Congo, à exploiter nos ressources. Nous n'exploitons que 4,5% de notre potentiel. C'est-à-dire nous produisons à peu près 22 à 23 000 barils le jour. Alors que nous avons une estimation, une réserve estimée à 22 milliards. Et pourquoi seulement 4, je sais pas, 4,5%. Parce que il n'y a que le bloc qui a été attribué à Perenco qui l'a pris des mains de Chevron à l'époque, qui est exploité à Mwanda, dans le Congo central. Il fallait un cadre juridique pour l'exercice des droits des hydrocarbures. Quel cadre juridique n'a été mis en place qu'en 2015? Voilà pourquoi tout ces temps, c'était un manque à gagner pour le pays. On a privilégié les mines. On a privilégié les mines, ok. On a privilégié les mines, on pensait que, bon, on n'avait pas ce besoin-là. Mais aujourd'hui, face à ce qui se passe dans le monde, on se rend bien compte qu'il nous sera plus profitable de ne plus être indépendant des produits pétroliers. Comment expliquer que nous avons la capacité in fine de produire des produits pétroliers, mais que nous subissions les impondérables, entre autres, de la guerre russo-ukrainienne, qui fait qu'aujourd'hui, le pétrole est devenu, tous les produits pétroliers ont pris de l'ascenseur, mais aussi c'est devenu difficile d'en acquérir comme c'était dans le cas, parce que dans cette situation, on peut dire que c'était un éveil de conscience pour la République. Non, cette situation vient confirmer la volonté antérieure. La volonté du président de la République. La volonté antérieure, parce que j'ai rappelé que cette volonté est inscrite dans la politique générale du gouvernement. Je dirais, cet état de choses qui fait que le pétrole aujourd'hui a pris l'ascenseur, et d'autres choses n'ont fait qu'encourager cette volonté. Maintenant, il s'est posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la loi telle qu'instituée, qui exige l'appel d'offres, nous la mettions en œuvre? On a fait comprendre au gouvernement, au chef de l'État, que les consortiums pétroliers ne font pas tellement confiance aux pays africains quand ils disent, voici, nous avons fait des études, nous avons ça, nous avons ça. Nous avions des données. Des données pour certains blocs remontent vers les années 60-70. Mais est-ce qu'on peut avoir une estimation monétaire de ces blocs-là? J'arrive, madame, j'arrive. C'est chiffré en termes de milliards. Mais pour que ces données soient considérées par les consortiums pétroliers qu'on appelle les majors, il fallait que la République noue un partenariat avec des sociétés parapétrolières. Ces sociétés avaient comme mission de certifier, de consolider nos données à nous. Les données que nos géologues, que nos géophysiciens, que nos environnementalistes ont fait. Ces données ont été transmises à deux sociétés, Géosigmoïde et Excalibur, une société espagnole. Cette société a fait une contre-expertise, elle a consolidé et a signé un contrat d'assistance avec le gouvernement pour ces appels d'offres. Ça veut dire les données. Toute une procédure. Il y a toute une procédure. Il y a des gens qui se sont... Les gens estiment qu'on s'est réveillé un bon matin. Et puis on tout justement, ça veut dire venant d'un commun de mortels, je peux comprendre. Mais il faut communiquer, mon peuple meurt faute de connaissances. Il n'y a pas d'information. Non, madame. L'information doit circuler. La remise officielle des données, ça s'est fait il y a 2 mois. On a remis les données officiellement au Premier ministre, ici, à la salle Capitole, à Rotana. Ça veut dire, les gens sautent sur certains sujets sans chercher à pénétrer ces sujets et font de le populisme.
J'entends les gens affirmer qu'on est en train d'attribuer des blocs sans expertise, sans données. Je vous dis, madame... On parle même du pétrole parmi le bloc. Il y a Kingakati qui est aussi ciblé. Est-ce que c'est vrai? Je réponds à cette question, mais permettez-moi de... Honnêtement, parce que pratiquement, il nous reste juste quelques minutes. Permettez-moi de terminer. Les blocs étant identifiés, les données étant certifiées par 2 sociétés, dont Excalibur qui a signé un contrat d'assistance, il a été maintenant lancé l'appel d'offres le 28 juillet. Ces appels d'offres consistent en quoi? À faire savoir aux entreprises pétrolières désireuses de venir poser des candidatures. Leurs candidatures seront étudiées en phase de présélection pour connaître de leur capacité technique. Les gens craignent aujourd'hui qu'il y ait plus les expatriés qui sautent plus sur l'occasion que Attendez, madame. S'attribuer un bloc pétrolier, si vous me laissez finir, vous comprendrez que ce n'est pas comme acheter du pain au coin de la rue. Parce que il faut que vous attestiez que vous opérez depuis un certain moment dans le pétrole. Que vous vous assurez de votre capacité financière, de votre capacité technique. C'est à l'issue de ce premier contrôle que l'on pourra savoir. Ce sont les conditions posées par le gouvernement congolais? Les conditions posées par le gouvernement via... Les 2 structures? Non. Via la loi qui régit les hydrocarbures. Via la loi. La loi, je crois, 015 d'août 2015. Ok. Elle a installé la procédure à suivre. Et c'est cette procédure qui est suivie. Il y aura une phase de présélection où les consortiums vont candidater. Il y aura, au regard des conditions, certains seront retenus. Et ceux qui seront retenus, la commission qui a été instituée pour ce faire, en compagnie de la société parapétrolière Excalibur, procéderont au contrôle de conformité, tant dans la capacité technique de ceux qu'ils ont dit qu'ils sont capables de faire, tant dans leur capacité financière. Et le cas de Kingakati? Bon, puisque vous voulez, je comprends, c'est l'actualité, une partie de là où est situé le parc de Kingakati fait partie d'un bloc pétrolier. Évidemment, mais quand on parle d'un bloc pétrolier, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre et dessiner. Voilà. Non, non. Il y a des blocs qui ont la superficie du Rwanda, qui ont la superficie de la Belgique. Et quand on explore, parfois, vous pouvez avoir un étendu, un espace conséquent, mais là où il y a le gisement, il n'y a qu'une infime partie. Et comment maintenant résoudre le problème de Kingakati? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Kingakati, on voit l'ancien... Rassurez-vous, et ça, le ministre des hydrocarbures l'a dit, que le gouvernement avait pris l'option de respecter un prescrit des lois qui conduit les hydrocarbures, qui dit les espaces là où il y a les aires protégées, le gouvernement a la latitude de ne pas y toucher. Aujourd'hui, le parc Kingakati est considéré comme un aire protégée. On ne va pas toucher... Tant pour besoin de respecter nos engagements en termes environnementaux, tant pour ne pas susciter, je dirais, de querelles politiques inutiles, le gouvernement a estimé que cette partie ne sera pas concernée. Et elle n'est pas concernée. Le ministre a eu à le dire de manière aussi claire. Que Kingakati n'est pas concerné. N'est pas concerné. Quoique le sous-sol de Kingakati, qui est un vaste étendue, le parc n'occupe qu'une petite partie. Cette vaste étendue, les études ont démontré qu'il y a la possibilité d'y retrouver du pétrole. Voilà, madame, messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce rendez-vous de la semaine. Patrick, un mot, et ce sera le dernier. J'aurais aimé répondre aux questions malheureusement, le des temps Greenpeace,
qui sont... Oui, quelques structures de la société civile qui ont quand même fait des recommandations au gouvernement en ce qui concerne ces blocs pétroliers. Moi, j'encourage la position prise par le gouvernement, par le chef de l'État, de respecter les engagements pris dans la COP21 et récemment à Glasgow, tout en usant de notre souveraineté pour que le Congo jouisse de ses ressources en hydrocarbures. Voilà, merci beaucoup madame, messieurs, c'est complètement fini pour ce rendez-vous de la semaine. Info 7 qui a eu le plaisir de recevoir une fois de plus Patrick Eyalé, journaliste, éditorialiste et analyste politique. Merci à vous madame, messieurs pour votre fidélité sur Congo Web Télévision. Info 7, un magazine de Congo Web. Info 7, votre magazine. Info 7, notre magazine. Restez fidèles sur la chaîne Haute Définition. Au revoir.